Salut à toutes, salut à tous, c'est Julien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je me trouve en compagnie de Marie, donc bonjour Marie déjà, Bonjour. qui est une membre de ma formation Investir et Réussir. On est là aujourd'hui parce que elle va partager son expérience avec nous, avec vous. Elle va vous expliquer ce qu'elle a acheté, ce qu'elle fait dans la vie, comment elle exploite son bien, combien ça lui a coûté. Enfin, elle va tout vous dire. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, restez avec nous. Déjà, merci à toi d'être là aujourd'hui, d'avoir accepté de venir partager ton expérience. Je t'en prie. Est-ce que tu peux commencer, pour les personnes qui nous regardent, par te présenter, dire un petit peu qui tu es, ce que tu fais dans la vie? Oui. Alors, je m'appelle Marie, j'ai 33 ans. Je suis en couple, j'ai un petit garçon de bientôt 5 ans. Et dans la vie, je suis secrétaire comptable dans une entreprise du bâtiment. D'accord. Et je vis dans le Bas-Rhin. Alors, tu as suivi la formation, ce que je disais en introduction. Est-ce que tu peux nous dire dans quoi tu as investi? Quel type de bien tu as acheté? Oui. Et bon, on en a parlé un petit peu avant, tu as investi avec ton conjoint? Oui. Hein? Alors nous, on investit en couple parce que déjà, dans un couple, on partage des choses. Donc, on partage aussi l'immobilier. Et c'était une sécurité pour moi aussi de me dire, voilà, je me sentais un peu plus soutenue. Voilà, au moins avoir un pilier avec moi pour investir. Et donc, on a acheté une maison. 248 mètres carrés avec un extérieur on réhabilite en 7 logements. D'accord, donc de 248 mètres carrés ou 148 mètres? 248. 248, d'accord. Oui. Ok. Donc 248 mètres carrés que vous réhabilitez, donc division officielle, Division en officielle. 7 logements, Mhm. donc avec tout ce qui va bien, passage d'un géomètre, Oui. passage du consuel, toutes ces Oui. choses-là, création de compteurs, etc. C'est ça. Ok. Donc c'est-à-dire que c'est votre premier investissement? Oui. Ok. Donc bon, voilà, là on est dans l'exemple où vous avez dit allez on y va, Franco, on prend le truc, Ouais. la grosse opération, quoi. Voilà, on vise gros dès le départ pour que ça puisse nous rapporter quelque chose à la fin, quoi. Bon, on a discuté un petit peu en préparant l'interview et Oui. tu m'expliquais, tu me corriges si je me trompe, mais que voilà, l'idée c'était de partir tout de suite sur un projet assez important pour que ça vaille vraiment la peine et qu'il y ait vraiment du cash flow généré sur l'opération. Oui. Et tu m'as dit aussi un truc qui est très vrai aujourd'hui, au montant de cette vidéo, tu me disais que les restrictions d'accès au crédit Oui. sont de plus en plus fortes et que du coup, comme on ne sait pas forcément quand on pourra faire une deuxième opération, Mhm. que du coup vous étiez quand même content d'être parti sur un immeuble directement pour avoir justement cette marge de cash flow. Parce qu'on serait parti sur un simple appartement, enfin simple appartement entre guillemets, Oui. on n'aurait pas eu cette rentabilité derrière Mhm. tout de suite et ça nous aurait pas permis de réinvestir aussi facilement par la suite, quoi. D'accord. Puisque le but c'est de continuer les investissements à l'avenir. Ok, très bien. Est-ce que tu peux nous dire, alors tu une maison que vous avez réhabilitée, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, donner quelques chiffres sur le coût global de l'opération? Parce que j'imagine que ça doit quand même être assez lourd en travaux. Oui. Alors nous on voulait faire beaucoup de travaux. Donc la maison en elle-même, elle nous a coûté 82 500 €. Ensuite, on rajoute les frais de notaire et on avait un budget de travaux de 142 000 €. D'accord. Qui actuellement représente en fait un coût global de l'opération qui est plutôt aux alentours de 320 000 €. D'accord, 320 000 euros. Tout compris, travaux, compris. notaire, immeuble. Ouais, vraiment le truc est terminé à 320 000 euros. Oui. Pour, tu m'as dit 242 mètres carrés. 248 mètres carrés, oui. 248 mètres carrés et 7 logements. Oui. Ok. Petite question, vous avez fait un emprunt total, partiel, vous avez mis un apport, comment vous avez fonctionné vis-à-vis de la banque pour financer l'opération? On a demandé un financement à 110%. D'accord. Donc sans apport, les frais de notaire compris. Et vous l'avez obtenu? Oui. Ok. On a eu un très bon courtier. Ok, alors ça c'est quand même important, quelqu'un qui connaît bien son métier Oui, du coup. oui. D'accord. Et est-ce que vous avez fait un différé de remboursement avec la partie travaux justement? Oui, on a un différé de 12 mois. D'accord, ok. Donc financement à 110%, différé de 12 Oui. mois. Sur une opération où il y a quand même un montant de travaux qui est assez lourd, Très lourd. est-ce que ça a été compliqué à obtenir le financement? Est-ce que vous avez dû taper à plusieurs portes ou est-ce que finalement les choses sont allées plutôt simplement? On n'a pas tapé à autant de portes que ça. On a dû faire 3 banques. D'accord. Notre courtier a dû demander à 3 banques et puis le financement est passé pour l'une d'entre elles. D'accord.
en fait, la banquière a vraiment compris notre projet et nous a poussé pour vraiment qu'on puisse obtenir ce crédit. Ouais. Ah ouais. Elle était convaincue de ce qu'on avançait et de ce qu'on allait faire. D'accord, c'est une banque régionale du coup, j'imagine, que vous avez eue. Enfin, c'est quoi la banque? C'est Banque Pop, la Banque Pop. Ok, d'accord. Ouais. Okay. Et donc c'est vrai que le crédit, il bloquait un petit peu, et puis au final, elle l'a vraiment fait passer, et je la remercie d'ailleurs. Et ça, c'est hyper important, c'est vrai ce que tu dis, c'est que les banques nationales, c'est des chiffres dans une machine, ça passe ou ça passe pas. Quand tu as des banques régionales avec le bon interlocuteur, tu as un aspect qui est beaucoup plus humain dans la relation, et si tu as un interlocuteur qui comprend le projet, généralement, ils ont quand même un impact, un pouvoir sur l'octroi ou pas du crédit, et ils peuvent, jusqu'à une certaine limite bien sûr, mais faire débloquer les situations. Et puis aussi de se dire que la banquière croyait en notre projet, ça nous a rassurés aussi. Ouais. On s'est dit, on n'est pas en train de faire n'importe quoi, on y croit jusqu'au bout, on n'est pas les seuls à y croire, et ça donne confiance aussi en le projet. D'accord. Ouais, en fait, c'est réciproque. Donc, d'où l'importance d'avoir vraiment un bon projet solide et de bien le présenter pour que l'interlocuteur comprenne vraiment. Oui, parce qu'apparemment, ils ont plein de demandes aussi un peu farfelues. Hein. Ah oui ? Ouais. Il y a des gens quand même qui viennent comme ça, ils se réveillent un matin, je vais acheter un immeuble. Il n'y a rien qui est monté. Donc, c'est ça, ouais. Ouais, c'est qu'a priori, il y a quand même 99% des gens qui arrivent les mains dans les poches, et puis c'est je demande un financement comme je vais aller acheter une baguette de pain. Quoi. C'est ça. Ouais. Un petit peu compliqué, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe, en tout cas si vous voulez vraiment mettre toutes les chances de votre côté. Est-ce que tu peux nous dire comment tu exploites ce bien, quels sont tes résultats? Alors déjà, où vous en êtes aujourd'hui dans la partie travaux, parce que comme on a discuté un peu avant, tu m'expliquais que tout n'était pas encore fini. Donc est-ce que tu peux nous faire un petit peu l'historique de l'exploitation, les résultats, dans quel ordre vous avez fait les choses, pour aider un petit peu les gens à se projeter aussi? Oui, alors là actuellement, on est en cours de travaux, une partie où les travaux sont pas faits, une partie où les travaux sont en cours et une partie qui est terminée. Donc nous on a commencé par le rez-de-chaussée pour pouvoir exploiter au fur et à mesure les appartements qui sont terminés. La structure du bâtiment ne nous permettait pas de commencer par le haut et de redescendre, donc on a commencé par le bas. D'accord. Et donc effectivement là en ce moment on a 3 appartements au rez-de-chaussée qui sont exploités. Donc le premier, chronologiquement, le premier en janvier 2020, c'est un studio de 22 mètres carrés et on l'exploite en courte durée. Location courte durée. Voilà. Okay. On a un deuxième là qui a été mis en location meublée à l'année à partir de septembre. D'accord. Donc celui-là c'est bon. Et le troisième il est aussi en courte durée. Mais en ce moment on bail mobilité pour 3 mois. D'accord. Ok. Donc pour juste vous resituer, là on tourne cette vidéo, on est en octobre 2020. Oui. On est quand même dans un contexte de coronavirus. Tu me disais que votre premier appartement en courte durée, vous l'avez commencé à exploiter en janvier. Oui. Du coup, ma question c'est comment ça s'est passé la période confinement et post-confinement vis-à-vis de ça pour vous? Alors, on n'a pas du tout souffert du Covid justement pour le premier appartement, parce qu'on a eu un locataire en fait, un couple qui a pris pour les 5 semaines notre logement. Okay. Donc pendant le confinement, on a vu notre revenu qui est tombé. Bon, ça c'est quand même déjà plutôt une bonne chose. C'est important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent la question, voilà, pendant le confinement c'était à l'arrêt complet. C'est pas vrai encore une fois. T'es pas la première à me dire qu'il y a des gens qui justement ont pris pour des longues périodes pour se confiner. Alors ils ont tous leurs raisons. Il y en a d'autres aussi, il y a quand même une activité économique qui a continué à fonctionner au ralenti, mais du coup il y a quand même des gens qui ont eu des voyageurs d'affaires parce qu'il y a quand même une partie de la population qui travaillait, qui se déplaçait encore. Voilà, donc c'était pas non plus à l'arrêt total. C'est sûr que ça a un peu diminué, plus ou moins en fonction des gens, mais il y a aussi une stratégie derrière de ne pas forcément viser que les touristes qui permet de maintenir l'équilibre. Ça me fait penser à quelque chose, on n'en a pas parlé, mais où est-ce que vous avez investi, enfin, quelle région, et ce qui est intéressant aussi, c'est quelle taille de ville ou de village d'ailleurs, voilà. Alors nous, le bien est situé en Moselle, dans une ville qui fait à peu près 12 000 habitants. D'accord, ok. Et du coup, ville de 12 000 habitants, on pourrait se dire, c'est pas une grande ville, tu vois.
Ça vous a pas fait peur de vous lancer sur un truc 7 appart avec de la courte durée Non, parce qu'au final, il y a toujours une zone autour, des gens qui viennent travailler, donc qui ont besoin de se loger pour une courte période, voire 2 jours. D'accord. C'est pour ça que ça fonctionne bien comme ça. Donc l'étude de marché a été faite, oui. bien faite, et les résultats sont conformes en fait à ce que... C'est ça, une fois qu'on a bien fait l'étude de marché, c'est important de savoir sur quel type de bien on veut se lancer, sur quel secteur, et puis sur les surfaces des appartements. Une fois que tout ça a été étudié, on peut se lancer correctement dans ce projet-là et ça fonctionne. Combien de temps ça vous a pris pour réaliser l'investissement? Donc déjà, combien de temps entre le moment où vous avez suivi la formation et le moment où vous avez trouvé le bien en question? Et ensuite, combien de temps entre l'achat du bien et la mise en exploitation? Alors nous, on a pris la formation, ça devait être aux alentours de mai 2018. Et on a signé un compromis en décembre 2018. D'accord, ok. À peu près 6 mois, quoi. Voilà. Très bien. 6 mois après le début de la formation, on a signé. Ok, donc passage à l'action rapide, c'est bien. C'est ça. Et ensuite, on a signé chez le notaire en juin 2019. D'accord, donc encore 6 mois après. Oui. Ok, bon après ça dépend, normalement c'est 3 mois, peut-être que... Pourquoi ça a pris un peu plus de temps? C'était le financement, et puis après c'était plusieurs personnes sur le bien, qui vendaient ce bien. D'accord. Donc ça a pris un peu plus de temps, mais bon, en juin c'était signé. D'accord, donc juin 2019 c'était signé. Voilà. Première mise en exploitation en janvier 2020. Oui. Donc 6 bons gros mois plus tard. Oui. Vous avez commencé à faire rentrer les premiers loyers en location courte durée. Oui, c'est ça. D'accord, ok. Là, tu me disais qu'on est en octobre, donc on est maintenant, presque 1 an et demi, non pas encore 1 an et demi, mais 14 mois. Ouais. D'accord, il y en a 2 en travaux qui sont sur le point d'être finis, c'est ça? Oui, alors là, au bout de 14 mois, donc, il y en a 3 terminés et il y en a 2 autres qui vont être livrés la fin octobre. Fin octobre, d'accord. Et vous avez prévu de les exploiter comment, ces 2-là? En location meublée à l'année. Donc votre stratégie, c'est d'avoir une partie à l'année pour assurer, j'imagine, un revenu régulier et plutôt avec une visibilité, ouais. Surtout une régularité, et avec un peu de courte durée pour accélérer le cash flow. C'est ça. Est-ce que vous avez fait une estimation du nombre de biens qu'il faut que vous réussissiez à louer pour que tous les frais de l'immeuble soient payés et que le reste, que vous soyez tranquille, sécurisé là-dessus en fait? Oui. Alors, avec 5 appartements sur les 7, on a un cash flow net positif. D'accord, ok. Donc on s'en sort avec 5 logements. D'accord. Les 2 suivants, c'est tout bénef. C'est tout bénef, ok. Ouais, donc ça veut dire que vous pouvez aussi bien louer les 2 logements supplémentaires à l'année, même en faisant le mode d'exploitation le plus basique possible, oui. Ça sera que du plus. Oui. Ok, ouais, c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup le fait d'investir dans un immeuble de rapport, parce que justement ça apporte cette résilience, ce confort de te dire t'es pas dépendante d'un seul bien, ou tu vois, je trouve que c'est quand même plutôt confortable en fait après dans la gestion au quotidien. Combien de temps ça vous prend à gérer chaque semaine? Alors je sais qu'aujourd'hui il y a une partie en travaux, tout n'est pas encore loué, etc. Mais avec le recul que vous avez aujourd'hui, ça vous prend combien de temps? Sur la partie travaux, gérer les travaux, tu veux dire? Les 2, ouais. On va dissocier la partie travaux parce que pour que les gens comprennent bien qu'il y a un boulot à fournir en amont, parce que là, forcément, les travaux, c'est quand même du suivi. Et puis après, la partie location en elle-même. Alors, au niveau des travaux, nous, en fait, on a eu un artisan qui nous a démarré les chantiers et qui a abandonné le chantier au moment du Covid. Enfin, un peu avant le Covid, c'était pas à cause du Covid. C'était pas à cause du Covid. Qui a mal géré en fait le début de chantier, donc il nous a fait perdre du temps. Et donc là, après la période de confinement, on a retrouvé d'autres artisans. Et donc là, par contre, on devait s'occuper de chercher le matériel, etc. Parce que c'était une reprise de chantier. Donc pour le premier étage, on a dû chercher carrelage, parquet, voilà. Donc ça nous prenait un peu de temps le week-end, un peu tous les week-ends. Et puis, mais une fois que ça sera fait, on sera tranquille. C'est ça. Et après, c'est l'ameublement, là on est dans la partie ameublement, donc chercher les machines à laver, chercher tout ce qui reste, quoi.
Par contre, au niveau de l'exploitation des appartements en courte durée, ça nous prend à peu près 10 minutes par réservation. D'accord, Ouais. ok. C'est mon conjoint qui gère ça et ça lui prend 10 minutes pour gérer l'envoi du mail, du code d'accès au logement, du guide de bienvenue. Ok. T'as dit deux choses intéressantes là dans ta réponse. La première, c'est que effectivement, vous avez eu une mésaventure avec l'artisan qui a abandonné le chantier. Alors, heureusement, ça n'arrive pas souvent, mais malheureusement, ça arrive quand même. Voilà. La bonne nouvelle, c'est que vous avez quand même réussi à rebondir, vous avez su rebondir Oui. comme il faut et retrouver derrière, ce que tu me disais tout à l'heure, un artisan qui bosse super bien. Il bosse super bien. Très content. Du coup, finalement, c'est peut-être un mal pour un bien. Oui, je pense aussi. Oui. C'est parce que voilà, la qualité reste dans le temps après. Donc Oui. voilà, ça vous allez ça va vous suivre pendant des années. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'effectivement, tu as dit que ça prenait 10 minutes par réservation parce qu'aujourd'hui, il y en a deux qui sont en courte durée. Oui. Sauf qu'il y en a un qui est pour l'instant en bail mobilité. Oui. Donc pour l'instant, ça se gère encore manuellement assez facilement. Oui, ça se gère. 10 minutes, c'est pas grand-chose. Hein. Franchement, ça se gère bien. Ouais. Après, peut-être que si vous en avez plus en courte durée, mais ça, vous verrez avec le temps, peut-être que vous passerez sur une gestion plus automatisée. Oui, on prendra le channel manager à ce moment-là. Mais pour l'instant, c'est vrai que le faire soi-même, ça ne nous dérange pas plus que ça. Hein. Mais c'est même bien quand tu démarres, je trouve, justement pour vraiment comprendre comment ça fonctionne, les endroits où ça peut pêcher, etc. De faire soi-même. Vous gérez tout vous-même ou comment vous gérez la courte durée au quotidien? Il y a quelqu'un qui s'en occupe, il y a des accès autonomes ou vous allez remettre les clés? Quel système vous avez mis en place du coup? Alors, nous, on a mis des serrures connectés. Où on peut générer des codes d'accès au logement à distance. Okay. Et donc on peut le générer, le bloquer et l'activer à certaines périodes, à la période où le locataire est là. Ce qui permet aussi que, comme il nous arrive d'avoir les mêmes locataires, ce sont des gens qui viennent travailler dans le secteur, de leur donner le même code à chaque fois, au final, et puis de le réactiver quand ils sont là, et ils n'ont pas besoin d'avoir 36 000 codes à chaque fois. Et au moins, ils accèdent en fait automatiquement au logement avec leur code, et on n'a pas besoin d'être présent pour la remise des clés. D'accord, ok. Donc déjà, partie check-in, check-out complètement autonome. Oui. Et tout ce qui est ménage, lavage des draps, vous vous êtes organisé comment? Alors ça, c'est une personne, une femme de ménage qui vient faire le ménage, changer les draps, etc. Parce que comme on n'est pas tout à fait à côté du logement, puis on travaille, donc on ne peut pas gérer cette partie-là. C'est quelqu'un qui s'en occupe. D'accord. C'est quelqu'un qui est sous un statut de micro-entreprise. Ouais, voilà. Ok, d'accord. Ouais, c'est le mieux en tout cas. C'est le plus simple. C'est le plus simple, effectivement. Ouais. Est-ce que vous avez fait une estimation quand tout sera terminé du cash flow que ça va vous générer? On se projette, on va se dire que dans un an ou peut-être un an et demi, tout est terminé, ça tourne ce que j'appelle en vitesse de croisière, donc c'est le rythme normal. Est-ce que vous avez déjà fait un prévisionnel? Oui, en cash flow net, oui. Donc tout déduit à 1 400 €. D'accord, ok. Voilà. Donc ce qui fait quand même c'est bien. Beau complément de revenu. Oui. Maintenant, attention, encore une fois, tu l'as dit toi-même, ça fait 14 mois que vous êtes sur le projet. Oui. Il y a encore certainement plusieurs mois de boulot à fournir. Donc c'est aussi le fruit du travail que vous avez fourni, que vous allez encore fournir. Sauf qu'après, une fois que ce sera fini, ça tombera tous les mois. Quoi. C'est ça. Il faut travailler d'abord et ensuite on a les résultats. C'est ça. C'est du travail payant et pas du travail payé. Ça paye après très longtemps. On va parler un petit peu de la formation. Est-ce que tu as hésité avant de prendre la formation? Et qu'est-ce qui t'a fait sauter le pas finalement de te dire, tiens, il y a des formateurs en ligne, tiens, lui, je lui fais confiance, je vais prendre sa formation. Alors en fait, j'avais repéré plusieurs formations en ligne, et j'hésitais, c'est pas que j'hésitais un peu, c'est qu'il y avait toujours un truc qui me plaisait pas en fait. Il y a un feeling qui passait pas, même si on regarde quelqu'un derrière son écran, on l'a pas en vrai devant nous, mais... et puis en fait, moi j'ai eu la chance d'avoir des amis qui t'ont rencontré à un dîner investisseur sur Paris, qui m'ont parlé de toi, et en fait j'ai regardé ton contenu, et ça m'a plu tout de suite en fait. Ok. D'accord. Donc j'ai pas hésité. T'as pas hésité avant de prendre la formation? Pour ta formation. Ok, non. Tant mieux. Tant mieux. Et en fait, tu as répondu aux deux questions en une. Du coup, qu'est-ce qui t'a fait sauter le pas? C'est aussi que tu connaissais des gens avec qui j'avais discuté effectivement. Oui. Et que le feeling était aussi bien passé avec eux. Et donc, voilà. C'est ça qui m'a fait
Passer à l'action. Passer à l'action. Avec le recul aujourd'hui, est-ce que tu es contente aussi bien d'avoir de m'avoir fait confiance en fait et d'avoir acheté la formation, et surtout est-ce que tu es contente d'être passée à l'action derrière et d'avoir réalisé cet investissement en projet de couple? Alors oui, je suis contente d'avoir pris ta formation parce qu'il y a vraiment du bon contenu dedans. Il y a du contenu fiscal, je sais, il y a tout. Donc en fait, c'est très complet et ça nous apprend beaucoup de choses. D'accord. Et donc ça nous permet de pas être dans l'inconnu, de pas avancer dans l'inconnu et de se dire voilà, moi, je veux acheter un appartement mais combien, où, il y a tous les outils nécessaires pour aussi faire pour faire les études. Les analyses, ouais. Voilà, les analyses. Et donc, ouais, non, je regrette absolument pas la formation. Et c'est un bon support aussi, rien que aussi d'avoir le groupe Facebook. On s'apporte beaucoup entre membres, on se pose des questions, il y en a toujours qui répondent, il y a quand même un soutien, quoi. Oui, il y a une vraie communauté en fait, effectivement c'est vrai qu'il y a un noyau dur de gens dans les membres qui sont assez présents et qui participent beaucoup, ouais. C'est vrai. Et du coup, tu dirais que, qu'est-ce que ça t'a apporté du coup, là on est sur la partie formation, est-ce que ça t'a apporté juste du contenu pur et dur? Ou est-ce que toi, ce que tu cherchais, c'était plutôt je sais pas moi, de l'accompagnement ou de la motivation En fait, voilà, c'est un peu ça qui m'intéresse aussi. Ce que ça t'a apporté, tout simplement. De la connaissance déjà. D'accord. La connaissance et aussi de l'accompagnement, que ça soit de ta part ou de la part des membres. De ne pas être tout seul, en fait. Et de se dire, voilà, si j'ai une question, j'ai toujours quelqu'un qui pourra me répondre. Et c'est ça qui est important. D'accord, ça c'était un truc qui était vraiment important pour toi. De ne pas être toute seule et d'avoir des connaissances. Donc du coup, on va partir sur la partie plus investissement. Est-ce que le fait d'être passé à l'action, d'avoir réalisé cet investissement en couple, qu'est-ce que ça vous a apporté? Est-ce que vous êtes content de l'avoir fait? Est-ce qu'il y a des choses que vous feriez peut-être différemment? Enfin, voilà, qu'est-ce que finalement, moi je suis curieux de savoir en fait. C'est bien la théorie, tu vois, après une fois qu'on le fait vraiment. La pratique, il y a la pratique, et on en discutait aussi avant, mais tu me disais que ça va au-delà juste de l'aspect financier, ça amène quand même pas mal de choses à côté. Et moi, c'est ça aussi qui m'intéresse. Oui, ça amène. Quand on passe à l'action, moi, ce que ça nous a apporté, c'est sur le tas qu'on apprend aussi, et ça nous ouvre à d'autres choses. Ça nous oblige un peu à aller dans nos retranchements, dans des choses un peu délicates où on n'a pas l'habitude d'aller. Ça nous confronte à certaines choses et au final, on se rend compte qu'il y a que des solutions et que il y aura toujours des solutions. Il ne faut pas se focaliser sur les problèmes. On rencontre des problèmes, il y a toujours une solution. Une question que je ne t'ai pas posée et qui est importante, c'est quel est ton objectif ou quel est votre objectif avec cet investissement? Parce que tu sais, il y a des gens qui veulent arrêter de travailler très vite. Il y a des gens, non, c'est plutôt peut-être passer à mi-temps, tu vois. Et en fait, je sais qu'il y a autant d'objectifs de vie qu'il y a de personnes. Donc vous, il faut que je vous pose la question, c'est quoi l'objectif avec cet investissement? Nous, c'est d'avoir une liberté. Alors, pas de quitter mon travail parce que j'adore mon travail. Ouais. Franchement, je suis très très bien à mon travail. Mais c'est vrai que je pensais au fait que quand mon patron partira en retraite, j'ai tellement un bon patron que je n'ai pas envie de travailler pour quelqu'un d'autre. Donc je me suis dit à ce moment-là, faut que je commence maintenant pour avoir une certaine liberté par la suite et puis aussi de me dégager du temps. Pour moi, c'est le plus important. Ouais, le temps. C'est pas d'avoir 10 voitures dans mon garage c'est vraiment pas cet aspect-là qui m'intéresse, c'est vraiment de profiter du temps. J'ai un petit garçon, le temps passe très très vite, surtout quand on a des enfants. Et me dire que je peux peut-être plus en profiter par la suite, c'est ça qui est important. Ouais. Okay. Le temps, c'est la ressource pour moi la plus importante et tu l'as dit, on en manque cruellement. Ah oui. Et c'est le seul truc qu'en plus tu retrouveras jamais, quoi. Donc, c'est ça. Ouais, donc il faut vraiment en profiter. Et il y a des choses dans la vie qui font que des choses dramatiques qui se passent dans l'entourage proche, voire très proche. Et là, on prend conscience que effectivement, la vie est courte et on se voit plus travailler jusqu'à une retraite ou même, on sait même pas si on aura une retraite. Donc, et se dire on va galérer à boucler les fins de mois et on va pas pouvoir profiter au final de la retraite.
de notre temps libre à ce moment-là. Donc non, il faut se bouger maintenant. Ouais, ouais. Mais ça, c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que c'est pas tout le monde qui raisonne comme ça. T'as beaucoup de gens justement qui sont dans une situation inverse, tu vois, où ils aiment pas leur boulot, où ils se réveillent, mais ils se réveillent à 55 ans en se disant oh là là, en fait, je me rends compte que la retraite, on est un peu assis sur une mine, tu vois. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant, mais vraiment que dans une période où tout se passe bien, t'aimes ton boulot, tout ça, déjà, vous êtes. En fait, c'est plus en mode. C'est pas parce qu'aujourd'hui ça va bien que demain ça ira pas mal ou quoi, et du coup on préfère s'assurer ça, quitte à ce que ça se passe quand même. Je vous le souhaite bien toute la vie, tu vois, mais au moins, et comme tu l'as dit, ça vous donne une liberté. Si votre objectif c'est 10 ans, dans 10 ans vous aurez remboursé la moitié du bien, et qui sait ce que ça vous permettra de faire d'ici là. Voilà. Comme ça, on n'a pas de stress en fait, on se met pas une pression, je veux quitter mon travail, non, moi je veux continuer à travailler, mais voilà, après je sais que par la suite ça nous avantagera un peu par la suite. C'est évident. Déjà, vu le niveau de cash flow que tu m'annonces, c'est sûr qu'une fois que tout tournera, ça va quand même changer la vie, et ça permet de, comme tu dis, de vous acheter du temps en déléguant certaines choses à la maison, ou ça permet aussi de faire des projets ensemble, en famille. Enfin, voilà, ça permet de partir un week-end ou des vacances qu'on n'aurait peut-être pas pu se permettre aussi. Des choses un peu... Tout, mais toujours simple, quoi. Ouais, simple mais importante, et c'est des beaux projets, quoi. Ouais. Quel est le meilleur conseil que tu pourrais donner aux personnes qui nous regardent et qui ont envie de se lancer, ou en tout cas qui s'intéressent à l'immobilier? Avec ton recul, avec ton expérience. Une fois qu'on a analysé le projet, qu'on a un bon projet, parce qu'il ne faut pas se lancer dans n'importe quoi. On a quand même un crédit à rembourser derrière, on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Une fois qu'on a bien analysé sur quoi on veut se lancer, un immeuble, un appartement, de la courte durée, du meublé à l'année, qu'on a étudié les chiffres, là on se lance, quoi. Faut pas attendre en fait, parce que si on attend, on attend. Et c'est tout. Il n'y a rien qui se passe. Dans 10 ans, ça sera toujours pareil, on attendra toujours. Donc, autant se lancer si le projet est viable et tient debout. On se lance et c'est là qu'on a du résultat. Sinon, on n'a plus qu'à attendre le temps qui passe, quoi. C'est ça. Et là, c'est intéressant, c'est pas moi qui le dis. Donc, tu vois, c'est voilà, tu as fait les choses, tu es passé à l'action. Et c'est bien d'avoir aussi le retour de quelqu'un d'autre que le formateur qui dit, quoi. Tu vois, c'est ça. Écoute Marie, merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. Merci à toi. C'est hyper intéressant à chaque fois, parce que chaque fois que je discute avec un membre de la formation, t'as des histoires de vie derrière, mais t'as des projets qui sont tous différents, et c'est toujours hyper intéressant, donc merci. Moi j'ai une question à vous poser, c'est que si dans le témoignage qu'on a fait, dans ce que Marie vient de partager, dans son expérience, il y a une action, un truc que vous pouvez mettre en application là, dans les jours à venir, et qui potentiellement peut vous faire avancer vers votre projet, qu'est-ce que ce serait? Donc notez-le, prenez le temps d'y réfléchir, et moi je suis curieux aussi que vous disiez dans les commentaires ce que c'est, ça permet aussi d'avoir un petit peu vos retours. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce et aussi à vous abonner en cliquant sur le lien qui s'affiche quelque part à l'écran. Comme ça, vous serez informé dès que je publierai une nouvelle vidéo sur l'investissement immobilier. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Encore un grand merci Marie. Merci. Et à très vite sur la chaîne.